Moi, en tant qu'informaticienne, j'étais un peu un ovni. J'avais 30% de moins de salaire. Plus le poste est qualifié, moins on va avoir de filles qui candidatent. Et après, dans le travail, j'étais assez seule. Je vois aucune difficulté particulière en être une femme dans le numérique. Les femmes digitales, le podcast qui met en lumière celles qui façonnent le numérique d'aujourd'hui et de demain. Programme proposé par Digital 113 et Numéum avec le soutien financier de la Fondation HG et de Septéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde et toujours aussi ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast des femmes digitales. Vous commencez à être habitués, devant mes yeux et derrière le micro, je reçois encore une fois une femme d'exception. Nous allons aujourd'hui aller à la rencontre de Fabienne Amadori, coprésidente du groupe ISIA. Le groupe ISIA, on va le voir, a un ancrage bien particulier dans le numérique, celui du numérique responsable et plus largement de la RSE et des valeurs fortes autour du bien vivre ensemble. Alors, quand on a discuté pour préparer l'émission, Fabienne m'a dit « le numérique, c'était un accident ». Alors, comment on passe d'un accident à un poste de coprésidente ? C'est notre sujet du jour. Bonjour Fabienne. Bonjour Mathilde. Alors, comme à notre habitude, on démarre avec notre sempiternelle introduction. Peux-tu te présenter, toi, ton parcours et nous dire en quoi tu es une femme digitale ? Alors, c'est vrai que femme digitale, c'est pas deux mots que je mettrais facilement côte à côte. Et pourtant, comme tu le dis, aujourd'hui, je co-dirige une entreprise du secteur numérique. Et puis, tu l'as dit, tu as parlé d'accident. C'est vrai que le numérique et moi, au départ, on n'était pas forcément prédestinés. Donc, peut-être pour expliquer ça, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Oui. Donc, il y a quelque chose qui était assez clair pour moi depuis toute petite. C'était un petit peu ce rôle qu'on pourrait appeler de leader, qui me collait un petit peu à la peau rapidement dans les groupes. J'avais ce rôle et j'aimais bien ça. J'aimais bien entraîner les autres. J'avais souvent ce rôle donc de leader au sein d'un groupe qui me plaisait bien. Et qui me stimulait. Et donc, j'avais naturellement, je ne savais pas comment, mais depuis toujours, l'envie d'entreprendre. Je ne mettais pas forcément ces mots quand j'étais plus jeune, mais l'envie de porter des projets. Voilà. Et donc, si tu veux, pour autant, la question du secteur, c'était pas un sujet qui était clair pour moi. J'ai fait le choix d'études dans les sciences. Au départ, un DUG universitaire, puis je me suis orientée dans une licence maths. Et là, je m'amusais bien, mais commençait un petit peu à revenir vers moi cette question de l'entrepreneuriat. Okay. J'avais du mal à ce moment-là à me voir dans des métiers autour de l'enseignement, autour de la recherche, qui étaient plus ceux qui m'attendaient si je continuais ce parcours. Et donc, à ce moment-là, je me suis posé la question de revoir l'orientation et de trouver quelque chose de beaucoup plus applicable. Donc, je suis tombée sur une école universitaire qui permettait finalement d'avoir un titre d'ingénieur informatique et gestion. Et avec ce titre d'ingénieur, on a tous un petit peu le mythe de l'entrepreneur qui crée son entreprise dans son garage. Donc, finalement, ça a l'air assez facile. En tout cas, le diplôme donnait accès facilement, pour moi, à des options de création d'entreprise. Et c'est comme ça que je suis allée vers ce diplôme d'ingénieur en me disant, finalement, les mathématiques, le numérique, je devrais pouvoir m'en sortir. Et chemin faisant, en découvrant le numérique, finalement, tous mes a priori sont un petit peu tombés, puisque le numérique, je me suis aperçue qu'il y avait finalement plein de domaines applicables et surtout qu'on pouvait l'utiliser pour des choses vraiment diverses, variées, intéressantes et surtout utiles. À une époque où les entreprises, moi c'était en 2005 que j'ai passé ce diplôme, c'était vraiment une époque où les entreprises se digitalisaient beaucoup. Et donc, le numérique était un outil formidable pour pouvoir les accompagner dans leur métier et avoir un impact sur leur quotidien de travail. Et donc, c'est ça qui m'a séduite en me disant, à leur sortie de l'école, je pourrais éventuellement créer. À cette époque-là, c'était plutôt un logiciel métier, une application qui pouvait être le projet. Et donc, tu as eu des stages dans ton parcours ? Et j'ai eu des stages. Et c'est là que tout s'est finalement accéléré. Donc, école d'ingénieur, on a des stages en entreprise. Premier stage, je pousse la porte d'une entreprise qui s'appelle EasyMedia à l'époque. Cette entreprise, rapidement, je m'y suis sentie bien, mais pas forcément liée à son secteur, à ce qu'elle faisait, plus au comment elle le faisait. J'ai senti des valeurs très fortes, humaines,
qui était véhiculé dans tout le quotidien en fait, de l'entreprise, dans toutes ses actions, dans tous les projets. Et en plus, pour la question du numérique, il y avait un vrai soin sur la qualité, sur la façon de mener les projets. À l'époque, on ne parlait pas de numérique responsable, mais en fait, tout le terreau était là. Et donc, cette entreprise, j'y suis retournée pour mon stage de fin d'études. Et là, en fait, finalement, je n'en suis jamais vraiment repartie. C'est génial. C'est génial. Donc, je suis rentrée stagiaire. J'avais toujours ce projet de création d'entreprise et pour le faire en accéléré, après discussion en fait avec les dirigeants de l'époque, dont 2 sont mes associés actuels, on s'est entendu sur la création d'une filiale qui était une sorte de société sœur à EasyMedia. EasyMedia était sur une technologie de niche et donc il y a eu la création d'Isiasoft qui était une société sur des technologies un petit peu plus généralistes, mais qui était très similaire en termes de besoins adressés. Et donc, création de cette filiale, collaboration. Finalement, mes associés ont pris des parts dans Isiasoft, j'ai pris des parts dans EasyMedia. On se trouvait très, très fortement liés dans l'actionnariat, mais également dans la gestion opérationnelle des entreprises. Et donc, rapidement, en plus du développement de cette nouvelle filiale qui vendait, réalisait des projets sur mesure pour ses clients, je me suis vue attribuer la gestion RH. En fait, je suis allée le chercher. La gestion RH des 2 entreprises. D'accord. Puisqu'il y avait de sacrés enjeux, on grandissait, il y avait cette envie chez moi de participer au bien-être, au bien vivre ensemble, tu l'as dit dans ton intro. Et c'est vrai qu'il y avait tout ce qu'il fallait chez nous pour pouvoir mener des chouettes projets. Et ça s'est fait sur fond d'entreprise qui grandit, puisqu'on était 24 quand j'ai rejoint l'entreprise. On a passé le fameux cap des 50, le fameux cap de 80 personnes, de 100 personnes. Et donc, tout cela, j'ai eu la chance d'accompagner la structuration RH qui allait avec. Donc, dans les projets un petit peu phares qui ont marqué ce parcours de RH, alors RH qui n'était pas mon métier à la base, mais comme quoi, finalement, le numérique mène vraiment à tout. Oui. Puisque là, en ayant, quand même, je ne l'ai pas dit au départ, mais j'ai commencé moi-même par du développement, la chefferie de projet. Ça, c'est la partie sur laquelle j'ai pas zoomé, mais dans mes stages, c'était ce que je faisais. Au sortir de mes stages également. Et quand on lance une filiale, on a encore un petit peu les mains dans le cambouis. Bien sûr. Donc voilà, le site internet de l'entreprise à l'époque, je l'ai développé. J'ai rapidement eu des fonctions d'encadrement, mais aussi commerciales. Donc j'avais une fine compréhension de notre métier et de ce que ça veut dire faire ce métier. Donc finalement, pour mettre des RH au service de tout ça, ça apporte de la pertinence. Moi, ce que j'ai dû aller chercher, c'est l'apprentissage de tout ce qui est légal, convention collective. Mais ça se fait bien et ça m'a beaucoup plu. J'ai pu travailler aussi avec des experts du sujet. Donc voilà, en faisant jouer l'intelligence collective, on pouvait mener cette fonction de DRH sans venir d'un parcours RH. Ok. Et dans les projets phares qu'il y a eu, il y avait cette notion, j'aime bien y revenir, de marque employeur, parce qu'elle a compté. Elle a eu un impact aussi finalement sur la stratégie de l'entreprise. La partie marque employeur, c'est la promesse qu'on fait aux personnes qui ne sont pas encore des candidats sur ce qu'ils vont pouvoir trouver s'ils rejoignent l'entreprise. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait, notamment dans mes rendez-vous clients, quelque chose qui était souvent souligné à l'époque par nos clients, qui était une sorte de supplément d'âme qu'ils reconnaissaient à nos collaborateurs lors des projets, lors des missions. Ils disaient, mais les gens, chez vous, quand même, on les reconnaît. Il y a quelque chose une couleur, quelque chose qu'ils ont tous. Je me dis, mais c'est dommage que ça, on l'exploite pas un petit peu mieux. Et donc, j'ai ouvert le fameux dossier marque employeur, où là, on est passé par des méthodologies assez classiques, d'interviews, de panels représentatifs, internes, collaborateurs, mais aussi de clients, de partenaires. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'en effet, c'est bien ressorti. Il est ressorti que les valeurs de l'entreprise, c'était quelque chose qui nous démarquait fortement d'autres entreprises du secteur. Mais là, on avait quelque part cet éclairage qui venait montrer ça. Et pour autant, il y avait quelque chose qu'il aurait été intéressant de continuer à tirer comme fil de la pelote, c'était la question de la stratégie de marque. Donc après la marque employeur, on a ouvert le dossier stratégie de marque. Ça a été une étape importante pour nous parce qu'elle nous a permis de nous dire que finalement, avec ces 2 marques, EasyMedia, Isiasoft, on apportait plus de confusion qu'autre chose et c'est là qu'on a fait le choix finalement d'un seul nom
groupe ISIA et finalement de devenir une seule société avec cette forte colonne vertébrale autour de la RSE. On est vraiment parti de ce qui était là dans l'entreprise, qu'on a valorisé. C'est pas à un moment donné un effet de mode qu'on s'est dit ce serait intéressant de le suivre, pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut préciser ce qu'est la RSE, peut-être ? Alors, la RSE, derrière ces lettres, il y a la responsabilité sociétale des entreprises. On trouve aussi le terme de RSO, responsabilité sociétale des organisations. Je vais prendre un résumé, c'est pas le meilleur, mais souvent il est assez parlant. Quand on prend 3 axes qui sont people, planète, prospérité, voilà, on va vraiment considérer l'ensemble pour pouvoir construire le développement de son entreprise ou de son organisation. Donc, on va vraiment considérer à la fois l'impact social, sociétal, environnemental de l'entreprise, tout en étant sur quelque chose qui doit être solide économiquement. Et donc après DRH, DG et DG, coprésidente. Donc le groupe ISIA a une patte, entre guillemets, RSE. Est-ce que voilà, tu veux nous en dire 2 mots aussi sur l'activité du groupe ISIA et ses orientations ? Alors l'activité, comme tu l'as compris, on est dans le secteur numérique. Qu'est-ce qu'on fait dans le secteur numérique ? Nous, on aide d'autres organisations. Donc en fait, on a chez nous des experts divers, variés. Les compétences, elles changent tout le temps puisque c'est quand même un domaine qui va très vite. Il y a 10 ans en arrière, on n'avait pas des UX designers. Aujourd'hui, on a des UX designers. Aujourd'hui, on va parler de data scientist, d'IA. Donc, en fait, nous, on va avoir vraiment les métiers qui permettent d'accompagner nos clients dans leur propre transformation numérique. C'est un terme qui revient souvent. Nos clients, alors ça peut être des grands groupes, des collectivités, mais là, souvent, on est sur des sujets bien précis où ils viennent nous chercher pour notre expertise. Mais on va dire les clients types qu'on accompagne, c'est des PME, des ETI qui souhaitent faire du numérique un levier dans leur stratégie de développement. Donc on est souvent au cœur sur des outils sur mesure pour pouvoir soutenir le développement des sociétés qu'on accompagne. Donc chaque fois, c'est un nouveau sujet, c'est un nouveau domaine. Nous, on va monter les équipes adaptées et ça peut aller du conseil en amont en stratégie, si c'est ça qui est à étudier dans un premier temps avec des diags, au développement, à la conception. Alors là, faite de façon responsable, ça s'appelle l'éco-conception d'outils numériques. Ok, et donc il y a quand même un grand volet RSE et numérique responsable dans les actions que vous menez auprès de vos clients. Tout à fait. Donc quand tu as compris qu'on a accompagné comme ça sur mesure ces clients, on les accompagne avec des convictions qui sont de faire les choses le plus proprement, justement, utilement. On aime beaucoup la notion d'un service utile, utilisable et utilisé. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va questionner systématiquement. Des grands principes du numérique responsable. Et qui sont des grands principes du numérique responsable. Le numérique responsable part du fait, finalement, que le numérique, c'est une notion qui paraît souvent très virtuelle pour les gens. Tout est dématérialisé, alors qu'il y a une vraie matérialité. Il y a des impacts hyper importants du numérique. Alors, je ne vais pas développer ce sujet. Vous avez quand même un super événement, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, qui s'appelle le Green IT Day. C'est une date à pas rater si on a envie de se questionner et de s'enrichir sur le sujet. Mais voilà, ce qu'il en est, c'est que le numérique, ça a des aspects très, très importants en termes d'impact sur l'environnement, aussi sur les dimensions sociales, sur les questions d'accessibilité. Bien sûr. Et donc, le numérique responsable, ça comprend toutes ces questions qu'on va se poser dans la façon de déployer un outil pour qu'il soit le plus adapté possible aux besoins, mais aussi de façon écologiquement et économiquement responsable. Très bien. Alors, pour se recentrer sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, donc on a bien compris, tu es dans une entreprise du numérique. On sait que c'est un univers habituellement très masculin. Tu as quoi, toi, comme ressenti en tant que femme dans cet univers, en tant que femme à la direction ? Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences ou pas du tout ? Alors, elles sont assez rares. Il y a 2 raisons pour ça, finalement. C'est que moi, je n'ai jamais fait un sujet, à titre personnel, être une fille ou pas, j'avançais vers là où le destin m'appelait. C'est un peu grand de dire ça comme ça. Mais finalement, c'était la question de l'objectif, une forme de neutralité. J'avais finalement le même droit que les autres d'agir sur un domaine. Il y a peut-être aussi un côté que je t'ai pas confié
en préparation, mais autour des arts martiaux, peut-être, tu vois, qui a aussi, je pense, contribué à finalement être sur une sorte de posture qui n'est pas genrée. Et si on remonte encore avant, il y a tout simplement l'éducation reçue par mes parents, qui n'ont jamais absolument genré nos aspirations. Ils nous ont toujours soutenus à aller dans la voie qui nous appelait. Et ça, je pense que ça m'a profondément donné un socle. Alors c'est certain, on croise dans la vie des personnes qui ont des lunettes, qui ont des prismes. Les gens regardent avec les lunettes qu'on leur a données. Pour autant, est-ce que ça doit nous conditionner, nous ? Est-ce qu'on doit accepter de rentrer ? Je ne pense pas. Oui. Donc, à partir de là, on avance, on imprime ce qu'on a imprimé, femme, pas femme, et vraiment en retour, j'ai très très rarement eu, ça a dû arriver une fois ou deux, une remarque qui était un peu déplacée avec un client, mais voilà, c'est infime d'accord. dans mon parcours. Bon, donc ouais, une certaine absence de plafond de verre, c'est vraiment fabuleux. Tu m'as aussi parlé en termes de modèle, qu'est-ce qui t'a inspiré ? C'est vrai que je pense qu'il y a aussi, et c'est important ce que tu dis, parce que finalement votre podcast, il prend plein de parcours, qui sont plein de parcours très différents, mais nous-mêmes, on est inspirés par des personnalités, et j'avoue que moi, ce qui m'a toujours inspiré, c'est des hommes et des femmes libres, qui ont suivi leur voie, et qui ont avancé. Alors, dans les coulisses, il y a des hauts, il y a des bas, on le sait, mais qui n'ont jamais perdu le cap et qui ont toujours avancé librement vers les objectifs qui étaient les leurs. Ah ben c'est super, et dans ton parcours, ça se ressent en plus. Alors, si on revient un peu sur les valeurs que le groupe ISIA porte au quotidien, t'en as déjà parlé, mais de façon concrète, est-ce qu'on peut revenir sur comment ça peut se matérialiser au sein de l'entreprise ? Surtout du coup à propos du sujet qui nous intéresse, la mixité, l'égalité des chances, l'égalité des sexes. Il me semble que tu as des choses à nous partager sur ta coprésidence, mais aussi au niveau des recrutements. Oui, c'est les deux axes clés que j'ai envie de développer là, puisque c'est vrai qu'au niveau de la gouvernance, à mon nez, les femmes sont très représentées, autant que les hommes. Donc déjà, c'est parti de la présidence du groupe. Dans une société, aussi, on n'a pas une coprésidence, mais nous, c'est le choix qu'on a fait. Coprésidence homme-femme. On a trouvé ça assez intéressant parce que déjà, je trouve que ça incarne réellement quelque chose. Ça donne à voir, ça donne aussi à expérimenter ce que ça veut dire d'être un duo homme-femme à co-diriger opérationnellement une entreprise. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que on est extrêmement complémentaires. Et ça donne de la force, l'impression d'avoir finalement peu d'angles morts, parce qu'on a 4 œils plutôt que 2, et ça c'est pas mal, et ça s'arrête pas là, puisqu'on s'appuie nous très fortement sur un COMEX. D'accord. On est sur une gouvernance assez participative chez nous, et dans ce COMEX, on est quasiment à la parité. Alors je dis ça parce qu'on est 11, donc c'était difficile. C'était pas possible, mais on a 6 hommes et 5 femmes. Super. Et alors du coup, au niveau des recrutements, est-ce que le sujet intervient à un moment ? Alors, le sujet, dès le départ, en tout cas, on explique que nos postes sont ouverts autant aux hommes qu'aux femmes. Et je pense qu'au-delà de ce qu'on dit et ce qu'on écrit, c'est important, c'est ce qu'il faut faire quand on ouvre une annonce. Pour autant, ensuite, il y a ce que le candidat il va vivre tout au long de son parcours de recrutement. Bien sûr. Ce qu'il va ressentir, ce qu'on va lui faire ressentir. Donc, il y a déjà le rôle de... Alors, pour le coup, c'est une femme qui est au recrutement. Donc, toute l'équipe qui est au recrutement va véhiculer un certain nombre de valeurs, à la fois dans le discours, dans ce qui est présenté, dans les exemples donnés de ce qui attend le candidat, mais aussi dans sa manière de le considérer. Et il y a des étapes où les candidats viennent en entreprise. Et là, en général, ça triche pas. C'est-à-dire, il va croiser ce qui seront ses futurs collègues. Et chez nous, c'est cette mixité, elle est très présente. On a des actions très spécifiques sur l'égalité homme-femme avec des personnes qui portent des actions. Donc, je pense que quand les candidats viennent, ils voient des affiches, ils voient des petites annonces qui sont faites dans l'entreprise et puis ils voient le regard qui est porté sur eux. Et je pense que ça se ressent. Chez nous, ça reste quand même majoritairement masculin parce qu'on est quand même sur un secteur qui aujourd'hui encore attire plus d'hommes que de femmes. Je crois qu'on est à peu près 30% de femmes dans l'entreprise. Mais pour autant, c'est un travail qu'on fait au long cours. On a d'ailleurs sur le fameux index égalité homme-femme
la Et oui. superbe note de 99 sur 100. Il va Félicitations. falloir la maintenir. Voilà. Mais bon, voilà, ça se ressent, c'est véhiculé. Et je pense qu'aujourd'hui, chez nous, s'il y avait un acte un propos déplacé qui toucherait à la question des femmes, je pense que je compte sur mes collaborateurs hommes. Ils seraient très certainement les premiers à monter au créneau. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est cultivé par tout le monde. Et du coup, là, ça devient très concret parce que c'est au quotidien. D'accord. Tu as dit, chez nous, on a un management très participatif. Est-ce que tu as envie de nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire ? Alors, je peux en parler, sachant qu'aujourd'hui, on est quand même plutôt en phase, pour le coup, labo expérimental sur le sujet. D'accord. On tâtonne, on s'inspire. Alors, dans les sources d'inspiration, je crois que c'était autour de 2014, on a été pas mal inspiré par les travaux de Frédéric Laloux sur l'entreprise libérée. D'accord. À l'époque. Mhm. Dans l'entreprise libérée, c'est des organisations qui s'auto-organisent de façon très différente, mais surtout, si je résume, cassent un petit peu les codes du fonctionnement pyramidal qu'on connaît bien, pour plus d'agilité dans un monde plus complexe. Donc ça nous a inspiré pour le côté justement agilité, capacité à prendre vite des décisions sans qu'elles se cumulent sur le bureau d'une direction qui doit tout trancher. Donc ça a été une source d'inspiration. On a vu qu'il y avait des organisations de type holacratie qui existaient et on est allé finalement faire notre marché, on a pioché, on n'a pas adopté D'accord. un fonctionnement, on est sûrement sur quelque chose d'assez hybride finalement, où en fonction des situations, on va pouvoir avoir quelque chose de plus directif, moins directif. L'idée étant que ce soit au service de la situation à gérer. L'exemple qui est le plus parlant, c'est le plus récent, c'est qu'on est devenu société à mission. On a dans nos objectifs opérationnels de gérer cette question d'une gouvernance responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on la matérialise ? Ça, je dis qu'il reste encore plein de choses à venir. Mais ce qu'on a déjà fait à ce stade, c'est de faire en sorte que chaque collaborateur ait un impact et vraiment puisse influencer la trajectoire de l'entreprise. Là où on est très clair, c'est la grande direction vers laquelle on veut aller. Un numérique au service d'une société plus responsable, qui fait appel à l'intelligence collective parce qu'on croit à cela. Maintenant, pour y aller, les chemins, ils sont vraiment très très larges. Donc, on s'est dit que l'outil société à mission, on le voyait comme un outil formidable et plus je le découvre, plus vraiment j'invite les gens à s'y intéresser, les dirigeants, parce que je trouve que c'est un formidable outil de pilotage de son entreprise qui met la question de l'impact vraiment au cœur, tout ce qu'on fait. Et pour mener ce projet-là, nous, on a associé les un peu plus de 100 collaborateurs sur des dialogues qui leur ont permis de participer et de nous dire quels sont les prochains pas qu'on va faire sur ce chemin-là. Donc la société à mission, à un moment donné, ça se décrit avec une raison d'être et des objectifs statutaires déclinés en objectifs opérationnels très concrets, très mesurables, auxquels tout le monde va participer. Et nous, en 2 temps, en 2 rassemblements très importants pour l'entreprise, ça nous a permis de travailler avec nos collaborateurs sur la raison d'être qu'on allait poursuivre, mais aussi un second temps dédié aux objectifs opérationnels qu'on poursuivait. Super. Oui, donc c'est très centré vers l'humain, comme fidèle à ce que tu nous dis depuis le début. Alors, on a dans notre audience des femmes plus ou moins jeunes qui peuvent regarder le numérique peut-être avec un œil encore hésitant. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer ? Le message que j'ai envie de faire passer, c'est que s'il y a quand même une curiosité, une appétence, surtout ne pas se freiner par rapport à des a priori sur un monde qui serait plus masculin, plus... Voilà, pourquoi le numérique, finalement, ça mène à plein de métiers. À des métiers très techniques, d'expertise, mais aussi à des métiers de super utilisatrices, à des métiers de gestion, d'encadrement. Voilà, et là-dessus, vraiment, on va pouvoir retrouver un éventail de personnalités qui font appel à des dynamiques naturelles très variées et qui ne sont pas plus masculines, pas plus féminines. Donc le numérique, c'est hyper large, ça mène à tout. On l'a vu dans les organisations et encore aujourd'hui, le numérique, il a encore une forte croissance, un fort développement. Donc ça peut être un véhicule pour s'épanouir dans un métier qui va être en résonance avec ce qui plaît à ces jeunes filles. Eh bien, merci pour ce joli message porteur de beaucoup de valeurs. Alors, comme d'habitude, on va terminer par notre mantra. Le numérique, une opportunité pour les femmes. Les femmes,
une opportunité pour le numérique. Et c'est déjà la fin de notre émission. J'espère de tout mon cœur que vous avez ressenti aussi fort que moi la bienveillance et les encouragements de Fabienne à construire un monde numérique plus inclusif et plus responsable. Merci encore Fabienne pour tes mots, qu'ils puissent résonner fort à travers les écoutes et encourager l'ensemble des auditeurs à se questionner sur le bien vivre ensemble, d'un point de vue professionnel évidemment, mais aussi avec tout le monde qui nous entoure. De mon côté, je vous donne rendez-vous dans un petit mois pour un prochain épisode où j'aurai le plaisir de vous présenter un nouveau portrait inspirant et original. Merci Fabienne. Merci Mathilde et merci pour l'invitation. C'était Les Femmes Digitales, un programme imaginé par Digital 113 en partenariat avec Numéum. Nos témoignages sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming audio et sur digital113.fr.